Rebonjour à tous. Merci beaucoup, Jérôme, Iman, Étienne et les autres intervenants pour cette présentation. On va attaquer la troisième table ronde. Donc après, c'est de poser un peu les questions de comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer ce sujet au niveau COMEX. Ensuite, voir comment au niveau process, en fait, on peut améliorer, enfin, comment mettre en place pour bien gérer ce risque-là. On va rentrer maintenant plus dans la partie un peu technique. Et d'ailleurs, Jérôme l'a évoqué dans le point précédent, c'est en quoi l'IA peut dire sur ce sujet-là. Et en fait, c'est vrai que si on prend un peu de recul, le risque fournisseur, c'est beaucoup d'éléments à analyser, la documentation du texte, des Excel, des Word, et là-dessus, ce sont des cas d'usage sur lesquels l'IA peut fonctionner super bien et peut être un vrai accompagnant, on va dire, de profils TPRM experts qui vont pouvoir être aidés sur le sujet. Et donc aujourd'hui, pour parler de ça, je suis super content d'accueillir Laurent et Ayoub. Euh, Bonjour à vous deux. Enchanté. Salut Mathieu. Qui sont deux profils pour moi super complémentaires. Donc Ayoub, qui gère toute la partie GRC Engineering, et entre autres c'est sur TPRM chez GitLab, qui est une boîte tech américaine. Donc je pense que ta vision des US, on va dire peut-être qu'il y a toujours un peu d'avance sur ces sujets IA, va être super intéressante et voir ce que vous avez mis en place et intéressante. Et au-delà même de ton job, bah, tu as fondé GRC Engineering, qui est un mouvement où comment on peut intégrer la technologie dans tous ces contrôles GRC et de risque. Et donc, je pense que voilà, cette double casquette-là va être super intéressante. Et on a également Laurent, Laurent qu'on connaît depuis quelques temps, toi qui, je n'ose pas dire le nombre d'années que tu as d'expérience en cybersécurité, mais plus d'une vingtaine, tu étais entrepreneur, tu as rendu ta boîte et maintenant tu as monté Saigo Entrepreneur, qui est un startup studio où tu vas t'intéresser à des problématiques que vivent les équipes cyber et essayer d'y répondre par la technologie. Et donc forcément, bah, tu as une vision, je pense que toi, tu as une vision du marché, on va dire, peut-être plus hélicoptère ou par des sujets que tu adresses avec tes équipes qui sont super intéressantes. Et je pense que voilà, cette double complémentarité un peu opérationnelle avec Ayoub et ta vision vont être super intéressantes. Maintenant vous êtes habitués, on va commencer par notre table ronde par un petit sondage assez rapide. Hop là. Ou pour savoir si, vous voyez dans le chat, hein, si vous avez déjà intégré justement l'IA dans votre processus pardon, de gestion de risque. Donc ça peut être oui de manière très avancée, jamais, de manière partielle ou juste un peu en touchant, peut-être en utilisant ChatGPT, en envoyant quelques questions à ChatGPT pour voir un peu comment ça fonctionne. Ok, intéressant. On a plus de 80% qui n'ont encore jamais utilisé l'IA dans leur processus. Wow. Ouais. Ou on continue encore un peu. Ah, ça bouge un peu quand même. Bon, top. Ouais, c'est intéressant. Donc, ok, j'aurais pas forcément dit ça. Donc, comme quoi, c'est toujours intéressant, mais presque 90% d'entre vous n'ont jamais ou très peu utilisé l'IA dans ces processus-là, alors que bah, c'est typiquement des cas d'usage qui peuvent fonctionner super bien. Euh, Peut-être bah, pour commencer finalement, pour entrer dans le vif du sujet, Ayoub, je sais que toi chez GitLab, vous évaluez, je crois que tu avais dit, mais vous avez des centaines, voire plus de 400 fournisseurs. Ouais, 700. D'ailleurs, c'est intéressant. 700. Ouais. Bah, ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs que vous êtes une grosse boîte, donc vous êtes 2-3 000 employés, je pense, mais en même temps, c'est pas non plus le CAC 40 comme nos premiers intervenants, donc ça permet d'avoir une autre vision. Et je pense que ouais, ce serait intéressant de comprendre comment toi, avec tes équipes, ce que tu as pu mettre en place concrètement, tu vois, pour gagner du temps sur cette gestion du risque fournisseur et les gains que ça a pu avoir au sein de tes équipes. Ouais, absolument. Donc, ouais, à GitLab, on a une équipe TPRM on a deux personnes à temps plein. Et mon équipe, on construit des automatisations pour les autres équipes GRC à l'intérieur de GitLab. Et en fait, ce qui prend le plus de temps, c'est la revue de documentation. Donc, quand on regarde un rapport SOC 2, c'est entre 50, ça peut être 300 pages pour certains. Après, on a des questionnaires, donc peuvent être dans plein de formats différents, des CSV, des XLS, XLSM, etc. Et ensuite, vous avez le pentest. Il peut y avoir jusqu'à 6 ou 7 documents différents dans un package. Et l'objectif, en fait, c'est d'avoir un rapport entre la rapidité et, on va dire, le côté assurance, c'est-à-dire quelle garantie sécurité on a tiré de ce process. Et bon, nous, on est un peu plus avancé parce qu'on a accès aux API de Anthropic, par exemple. Donc, on peut créer des workflows qui vont analyser les documents. Mais clairement, nous, ce qui nous a fait gagner beaucoup de temps, en fait, c'est être capable de tirer, par exemple, d'un rapport SOC 2, on va dire les 60 lignes, 70 lignes qui sont vraiment importantes pour nous. C'est-à-dire les contrôles que nous, on doit implémenter sur ce fournisseur une fois qu'on a intégré l'outil. Il y a des contrôles spécifiques qu'on doit mettre en place pour être sûr que d'un niveau sécurité, on respecte
toutes les clauses. Et après, c'est l'aspect, voilà, est-ce que le rapport est qualifié, qu'est-ce que le leadership a répondu si le rapport était qualifié. Et pour le pentest, c'est quelles vulnérabilités qui sont, on va dire, médium ou plus, n'ont pas été résolvées après le test, après le retest également. Et pour la partie questionnaire, c'est similaire. On va prendre les réponses où la réponse a été non, où il n'y a pas eu suffisamment d'explications. Et on va essayer d'utiliser tout ça pour construire une sorte de une carte d'identité en fait du fournisseur. Et on va garder ça en mémoire et on va le revoir et on va le combiner en fait avec d'autres vendeurs pour avoir comme une sorte de paysage global en fait de notre une sorte de matrice des risques des fournisseurs. Et l'AI est très très bon en fait pour les documents non structurés qui sont à base de texte. Et voilà, c'est une fois qu'on les a transmis en Markdown, etc., c'est assez facile de faire l'analyse. Mais voilà, c'est les 5% qui manquent à la fin de précision qui sont difficiles. Ouais, c'est intéressant. Bah, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Ça peut être un vrai enabler, enfin un facilitateur, pardon. Après, ça va pas remplacer, je pense, les experts. Peut-être qu'il serait intéressant, alors sans rentrer dans une dimension trop technique, mais c'est un exemple concret de, ok, là, demain, je suis responsable de sécurité d'une ETI, je veux commencer un peu à travailler sur des analyses de rapport SOC 2, par exemple. Comment je fais, quoi? Qu'est-ce que je fais, tu vois? Ce que je dirais, c'est... Alors, ouais. Pardon, excuse-moi. Oui, c'est toi. À toi, Ok. ouais, pardon. Désolé. Donc, moi, ce que je dirais, c'est si vous avez déjà un outil intelligence artificielle, donc par exemple un chat qui est autorisé en interne dans votre entreprise, c'est de mettre au niveau, vous pouvez créer des projets. Par exemple, moi, je suis très anthropique, donc vous pouvez créer un projet. Et dans ce projet, vous pouvez mettre ce qu'on appelle un prompt system, donc des listes d'instructions. Et dans ce projet, vous l'appelez gestion de risque fournisseur. Et vous allez bien détailler votre équipe, vous allez ajouter dans le projet différents documents, essayer de les transcrire en Markdown plutôt que de les laisser dans le support natif. Et vous allez mettre votre politique de gestion des risques fournisseurs, votre politique de classification des données, et vous allez toutes les mettre, et ensuite vous allez les nommer d'une manière, et dans votre prompt système, vous allez les appeler. Vous allez dire, vérifie bien ces lignes dans cette politique-là, etc., etc. Et ensuite, vous allez créer un nouveau chat. Vous allez par exemple mettre dedans le rapport SOC 2. Laissez-le par exemple en PDF pour commencer. Et vous allez créer un prompt utilisateur que vous allez garder en mémoire dans un document externe. Et vous allez dire, regardez le rapport SOC 2, je veux les ci ou ici, je vais regarder si le rapport, les 12 mois sont toujours valides, qu'est-ce que le management a répondu s'il y avait des exceptions. Et voilà, regardez les checks principaux que vous faites. Alors, je sais qu'on est plus ISO en Europe, donc vous pouvez faire un similaire pour l'ISO sur le scope. Est-ce que ce qu'on a acheté de l'outil correspond au scope du certificat, etc. Et je pense que c'est une bonne manière de se lancer. Et au fur et à mesure, vous pouvez tweak, améliorer, changer, l'adapter un peu plus. Mais vous pouvez déjà avoir 90% des bénéfices de cette manière, je pense. Ouais, super intéressant. Ouais, c'est vrai que sur tout ce qui est scope, périmètre, Ouais. date d'obtention, c'est des choses qui marchent super bien. Merci beaucoup Ayoub, super intéressant. Et je pense que c'est des éléments qui pourraient être utilisés assez facilement par les équipes. Et toi justement Laurent, je sais que tu es un peu de l'autre côté. Tu essaies d'accompagner plutôt des ETI pour se dire, ok, nous on a beaucoup de questions, beaucoup de demandes parfois de clients ou sur ces sujets-là. On doit passer trop de temps, on va dire, à devoir répondre à des exigences de compliance ou de conformité qui sont encore assez manuelles. Donc, comment faire? Comment est-ce que l'IA peut vraiment être un accélérateur sur cette partie-là, quoi? Ouais, en fait, dans le studio, notre job, c'est de créer des entreprises et ça commence toujours par aller sur le terrain et interviewer les potentiels utilisateurs des produits ou des entreprises qu'on veut créer. Et on a un projet aujourd'hui où on s'intéresse à la cybersécurité des ETI ou du Mittelstand, comme on dit en Allemagne. En France, c'est 5500 entreprises. En Allemagne, c'est 16 000 entreprises entre 500 et 5000 personnes. Donc c'est colossal, hein, c'est un tiers de l'économie européenne. Mais quand on parle à ces gens, déjà, très souvent, la fonction cyber, elle n'existe pas vraiment, au sens où en dessous de 1500 personnes, on trouvera rarement 1000-1500 personnes, même une personne à plein temps. Il y a toujours quelqu'un qui est un peu chef de projet, mais qui court entre plusieurs missions, souvent qui est lié à l'IT. Et on retrouve en fait à chaque fois les mêmes problématiques. C'est des gens qui donc ont ce problème de ressources, de temps finalement, qui ont un problème j'allais dire par rapport à la cybersécurité économique. Parce que ils ont organisé leur informatique, ils ont organisé leur IT d'une façon qui est
marchent avec leur business model à eux, mais ils n'ont pas forcément les moyens d'appliquer la même chose que les grandes entreprises qui sont leurs donneurs d'ordre et qui justement viennent avec des exigences de third party risk management. Elles sont assez débordées en fait ces sociétés-là. Elles sentent bien qu'elles ont besoin d'avancer. Elles sentent bien que au-delà du socle qu'elles ont posé en général, qu'on retrouve de façon classique pour firewall, EDR, un peu de MSSP avec du SOC managé, un peu d'awareness, ce genre de choses, elles le font, mais elles ont besoin d'aller plus loin et elles n'ont pas les moyens d'avoir les grandes plateformes d'IAM, de cloud security, de vulnerability management, toutes ces choses que une équipe cyber de 10, 15, 20 personnes va faire parce que, on entendait tout à l'heure avec vos intervenants, ils vont mettre 2-3 personnes par topic. S'il y a 2 personnes pour toute la cyber de la boîte, c'est pas possible. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire, c'est de les aider avec ce projet avec de l'IA pour mettre en place tous les contrôles qui sont nécessaires, qui parfois sont pas très compliqués, mais comme les datas sont dispersées et que c'est assez difficile de les rassembler, là, l'IA peut être utile. Pour te donner un exemple concret, on a dans une interview et plusieurs fois là sur ce projet, des gens qui nous disent j'ai essayé et j'ai mis 10, 20, 30 jours hommes avec Power BI ou Tableau ou mon soft de BI, de réconcilier la liste des gens qui sont dans mon annuaire et la liste des gens qui sont dans mon SIRH. Et j'y arrive pas parce que je suis pas développeur, parce que dans mon business model à moi de TI, j'ai une myriade de consultants, de freelance, de PME, de gens qui viennent, qui repartent, etc. Et j'ai pas le process de gestion d'un grand compte pour les onboarder dans mon entreprise. Donc, ils ont des comptes à gauche et à droite. J'essaye quand bien de mal de réconcilier les deux pour enlever les comptes dormants, pour savoir finalement qui accède à mon système, mais j'y arrive pas. Et finalement, là, l'IA peut avoir un rôle très important pour automatiser et réconcilier des sources de données qui, en soi, peuvent sembler basiques pour un responsable cyber de grand compte, mais pour une ETI, c'est un vrai problème. Ouais, c'est super intéressant. Et ce qui est marrant, c'est que, le titre de cet échange, c'est 2030, enfin l'IA en 2030. Mais la réalité, c'est que, l'IA aujourd'hui, c'est pas un gadget, quoi. C'est pas juste pour moi un nice to have. Et que l'enjeu, il est même maintenant d'arriver à aider les entreprises à comprendre ce qu'on peut en faire, comment le déployer. Et d'ailleurs, quand on voit le sondage où finalement, dans les personnes participantes qui, je pense, sont des gens assez au fait de ce sujet, assez peu l'utilisent encore. Donc, justement, toi, Laurent, de ton expérience, quand on se dit, OK, l'IA, ça peut être un game changer sur ces sujets-là, et même de cette manière, si on n'utilise pas, on sera moins bon, tu vois, dans notre gestion. Comment tu fais comment tu vois ce sujet de comment est-ce qu'on aide les entreprises à accélérer sur cette prise en conscience du sujet et se dire, ouais, ça doit être un outil comme un autre, en fait. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, on est à l'étape 1 de l'adoption, qui est finalement d'utiliser l'IA pour agréger des données et générer des rapports personnalisés. Et l'exemple d'Ayoub est pas très parlant. L'IA va répondre à des questions par rapport à une masse de données disparate et non structurée. Ça, c'est l'étape 1, et je pense que tout le marché aujourd'hui a fait ça et a essayé d'avancer et de mettre dans ses solutions des generated dashboards ou des rapports automatiques. L'étape 2, à mon avis, c'est de déléguer des actions à des agents IA et le laisser faire au travers de certains nombres d'automatisations. Il y a eu beaucoup de solutions dans la cyber d'automatisation. Dans les SOC, on parle de SOAR, par exemple, et de playbooks, etc. Mais ça reste complètement pas complètement intégré, c'est assez difficile de s'y mettre. Encore une fois, il faut du temps humain avant de pouvoir automatiser, donc c'est un peu un problème d'œuf et poule, etc. Là où je pense que l'IA va vraiment changer les choses, c'est qu'elle va permettre de passer à l'échelle cette automatisation. Maintenant, quand je dis ça, j'entends beaucoup de gens qui me disent non mais Laurent, jamais de la vie je laisserai prendre une décision de cybersécurité à une IA, quoi. Tu te rends compte de ce que tu es en train de dire.
Et en fait, oui, je comprends. Je comprends que ça peut faire peur de mettre un poste en quarantaine automatiquement, que de traiter une alerte automatiquement, etc. Mais ça me rappelle aussi, et on en parlait quand on préparait cette discussion, les gens par rapport au spam dans les années 2000. La première fois où j'ai mis en place dans mon produit un logiciel d'anti-spam, on m'a dit non mais vous êtes fous quoi, trier les mails automatiquement, mon PDG va pas recevoir son message, ça va me retomber dessus, c'est pas possible. On peut pas trier les spams automatiquement. Il faut que ça soit plus, c'est pas, on va pas déléguer ça à un algorithme, en l'occurrence de machine learning, mais c'est avant l'IA. Et je pense qu'aujourd'hui, on en est un peu là, on a cette peur-là, mais de toute façon, pour les raisons économiques que j'évoque, de opérationnelles, de temps, et si on veut passer à l'échelle toute cette cybersécurité qui nous tient tant à cœur, il n'y a que cette solution-là. Parce que économiquement, non, on ne mettra pas 10 personnes dans une ETI pour faire de la cyber. Je ne crois pas que ça arrivera. Ça passera forcément par de l'IA. Ouais, ou l'exemple de Jérôme où il y avait 60 personnes dans une banque, il n'a pas cité le nom, mais qui gérait ce sujet. Je ne connais pas beaucoup de boîtes qui peuvent se permettre de faire ça, quoi. Non, non. Et peut-être, ouais, Ayoub, toi, c'est intéressant d'avoir ton retour d'expérience parce que tu es dans une boîte tech, US, donc j'imagine assez à la pointe de ces sujets. C'est quoi un peu la culture IA, tu vois, sur ces sujets-là? Comment ça se passe pour vous sur cette culture-là, quoi, à date? Je dirais, il y a quand même un vent où l'IA, si on réfléchit à l'IA dans la GRC en général, je pense, dans la partie gestion des risques fournisseurs, c'est l'un des domaines où c'est vu comme le plus performant et le plus de potentiel. Parce que la revue de documentation, c'est quand même 90%, si on est vraiment honnête, de la gestion des risques fournisseurs. Et l'IA est très très bonne dans ça, parce que le volume qu'on peut faire, si moi je dois lire tous les rapports, je ne peux pas en faire beaucoup. Et j'ai des exemples, je ne peux pas donner des spécifiques, mais des grosses boîtes tech américaines qui ont liquidé toute leur équipe TPRM et qui l'ont remplacé par une ou deux personnes outsourcées en Asie, plus l'IA. Donc il y a ça qui existe, des boîtes, plusieurs dizaines de milliards de capitalisation. Et c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus. Il y a beaucoup de nouvelles solutions, évidemment. Vous êtes bien placé. Et en fait, pour moi, je sens vraiment ce changement. Pourquoi ? Parce que ça a été un peu le parent pauvre de la GRC, la partie gestion de risque fournisseur. Mais pourtant, c'est très, très central parce que c'est le point d'entrée. Et bien évidemment, on sait que les fournisseurs, c'est le principal point d'entrée pour les attaquants également. Et il y a vraiment ce souci de dire on achète de plus en plus de SaaS. Et puis, tous nos SaaS existants ont de plus en plus de AI features qu'on doit analyser en plus, c'est-à-dire qu'on doit faire potentiellement 2 revues pour le même fournisseur. Et on peut pas ajouter des gens en fait, sur ce volume. On est obligé de faire grossir le volume différemment. Et donc, pour gérer la charge, voilà, je pense qu'il y a le DIY, c'est-à-dire on fait des petits trucs avec du chat. Il y a, on va dire, la partie API. On va peut-être travailler un peu plus, récupérer. Voilà, c'est ce que nous, par exemple, c'est ce que moi je fais à GitLab. Mais après, il y a des outils et je pense que on le voit vraiment si on regarde tout un petit peu l'industrie et tous les vendors dans le domaine de la GRC, on voit que TPRM, c'est vraiment le sujet maintenant. Et c'est vraiment là où on met le plus de AI. Parce que si je réfléchis, je dis 3000, 4000, 5000 fournisseurs par an. Si la revue de l'IA prend, moi en interne, ça nous prend 75 secondes pour revoir 700 pages de contenu. Voilà, pour un humain, si tu multiplies ça par 1000 ou 2000, le gain, le ROI, il est assez vite calculé, ouais. Il est énorme. Ouais, c'est dingue. Et en fait, c'est disponible aujourd'hui, quoi. Enfin, on n'est même pas sur. Ouais, c'est pas encore 2030. Pour certains, ce sera en 2030, mais pour pas mal déjà, 2025, ça devient déjà réel, ouais. Et justement, si on se projette à 2030, Ayoub, alors 2030, bon, c'est une date fictive, hein, mais c'est pour se dire à quelques années. Ça se trouve d'ailleurs, ce sera peut-être pas 2030, ce sera 2027, 2028, tellement ça va vite ces sujets-là. Franchement, parce que moi, en 1 an et demi, 2 ans, quand on parle à des équipes cyber, on voit à quel point ce sujet a été vite intégré et on sent que ça devient un enjeu critique. On parle d'agents autonomes, on parle de workflow automatisé, on parle de TPRM en autopilote. J'ajoute mon fournisseur, automatiquement j'ai un niveau de tiering et derrière il va aller chercher l'information près de Trust Center. Enfin, comment tu, sans forcément être dans quelque chose de complètement science-fiction, quoi, mais tu vois, toi, de ton regard, de ce que tu peux voir aussi de ta boîte des US, comment tu imagines l'évolution, on va dire, de cette gestion du risque fournisseur dans les prochaines années, quoi? Pour moi, il y a un gros problème avec la gestion de risque fournisseur, c'est qu'il est décorrélé de la sécurité du SaaS qui est gérée par l'entreprise, la partie Enterprise Security ou la partie qui gère les endpoints. Et donc, nous, on fait dans la partie gestion de risque fournisseur, on récupère en fait
nous, on est dans la partie procurement en fait. Et on fait notre partie, et ensuite c'est poussé à quelqu'un d'autre qui va revoir le diagramme des données, qui va analyser les intégrations avec SSO, etc. Et en fait, pour moi, ce que je vois dans le futur, c'est que je donne le nom d'un nouveau fournisseur et ça va scrap le Trust Center. Ça va analyser, alors similaire à les Security Scoring Platforms, c'est-à-dire ça va analyser tous les endpoints, ça va analyser le périmètre de risque, s'il a été involved dans des breaches dans le passé, etc. Et il y a même des nouveaux trucs. J'ai un ami qui utilise Databricks pour, par exemple, il va combiner ça avec du search en interne, donc AI search. En fait, il va regarder sur Slack si le nom du vendor a été prononcé un nombre de fois et faire une analyse sentiment analysis pour regarder en fait dans quel contexte le vendor et son nom est cité. Et plus il est cité souvent dans des contextes critiques, plus ça va ajouter un point supplémentaire dans l'analyse globale. Donc tu vois, il y a des trucs de plus en plus complets et à un moment donné, on va pouvoir automatiser toutes ces parties. Et notre manière de souvent faire des tiers de risque, de criticalité, c'est quelles sont les données qui transitent. Mais ça marche un peu, tu vois. Mais si on a du PII, c'est bien, oui, c'est critique, mais c'est pas assez granulaire. Et en fait, avec toutes ces nouvelles manières de récupérer de la donnée, de la collecter et on va dire, on peut la segmenter et après, on peut ajouter à ça notre posture de risque interne. Et donc là, en fait, c'est là où on va combiner en fait beaucoup plus de sources en externe, des sources concrètes en interne, de vraies postures de risque plutôt que d'envoyer un questionnaire qui est bateau, et qu'on va combiner les deux. En fait, on aura vraiment une vision du fournisseur qui sera beaucoup plus proche de la réalité en fait du risque qu'on prend versus un risque qui est, on va dire, théorique, basé sur des indicateurs qui sont un petit peu fragiles, on va dire, et puis surtout qui sont un petit peu point in time. Ouais, c'est ça. Et en fait, on va pouvoir automatiser finalement le processus en tant que tel de récolte d'informations, d'analyse, Ouais. qui en soi a pas énormément de valeur ajoutée d'être fait par de l'humain. Et les humains vont se dire, ok, bah, ces fournisseurs, est-ce qu'il faut travailler avec eux, oui, non. Potentiellement aussi aller échanger avec les équipes cyber du fournisseur, tu vois, d'avoir une relation, parce que ça se passe aussi comme ça dans le TPRM. Une fois que tu as fait ton analyse, bon, bah, tu vas aller parler à l'autre RSSI, à l'autre personne pour comprendre un peu ce qu'ils font. Et on va vraiment être sur des actions, pour moi, où bah, les experts TPRM auront un impact bien plus important que juste aller effectivement récupérer les documents par rapport à ça. Laurent, toi, tu as envie de partager un peu cette vision que tu aurais dans les années prochaines Ouais, il y a une chose qui est en train de changer, et pour ceux qui suivent pas forcément les secteurs de l'intelligence artificielle, c'est pas forcément naturel. C'est que on a vu lancer ChatGPT, les systèmes d'intelligence artificielle sous forme de sites web ou d'API, et donc du coup avec cette idée qu'à partir du moment où on utiliserait l'IA, on allait leaker des données sensibles. Et j'imagine que dans l'audience, il y a forcément des gens pour qui le rapport du fournisseur est aussi une donnée sensible, parce que finalement, ça contient des infos et on n'a pas envie de la balancer ailleurs, chez quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et en fait, tout ça est quand même en train de changer, et je pense qu'on aura des solutions concrètes pour tout le monde dans les mois qui viennent. C'est qu'on a vu des progrès considérables des modèles open source, et ce qu'on appelle les SLM, les Small Language Models, qui vont pouvoir être intégrés à l'intérieur des solutions et pouvoir être déployés sur même un poste de travail, sur un téléphone portable, sur un serveur en interne. Et donc, toute cette problématique de je peux pas faire confiance à l'IA parce que elle est sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre, c'est pas vraiment, ça sera plus vraiment le cas. Et ces modèles sont de plus en plus performants, notamment pour faire les travaux dont on parle là, d'extraction de données, de vérification de choses, etc. Et enfin, la communauté des gens dans l'IA travaille à fond sur ces choses-là parce que les enjeux sont énormes, et donc il faut pas penser que quand on dit IA, ça veut dire forcément envoyer toutes ces données à des acteurs ChatGPT, quoi. Ouais. étrangers, ouais, dans le cloud. Je dirais Trop aussi, bien. pour rebondir sur ce que vient de dire Laurent, dans beaucoup de cas, les entreprises peuvent avoir des contrats, c'est notre cas, mais c'est le cas pour beaucoup, où les données ne sont pas stockées par l'entreprise d'intelligence artificielle et ne sont pas utilisées pour entraîner les données, entraîner les modèles également. Donc on peut aussi négocier ces clauses. Alors après, c'est individuellement pour chaque entreprise. Mais vous pouvez aussi déjà négocier ces clauses qui peuvent vous donner un peu plus de garantie. Avec les fournisseurs de solutions d'intelligence artificielle, ça peut aussi aider à limiter les risques qui existent. Trop bien. Bah, en tout cas, c'est chouette de
de voir cet optimisme sur ce sujet-là. Je pense d'autant plus qu'on a vu dans les différents échanges précédents que c'est un processus qui est critique, mais qui est chronophage, qui est compliqué et qui prend du temps. Donc la technologie doit être un moyen de répondre à ces enjeux-là. Donc franchement, c'est chouette d'avoir votre vision, de se rendre compte que déjà ça existe à date. On n'est pas obligé d'attendre 2030. Effectivement, je pense qu'il y a un enjeu d'évangélisation, de change management, de compréhension, et puis un peu de compréhension pour enlever le niveau de crainte. Je pense que l'exemple du spam, Laurent, est super bon sur ce sujet-là, pour ensuite favoriser une adoption plus importante dans les années à venir. Génial. Il nous reste quelques minutes pour prendre les questions. Un certain Jean-Charles dit Laurent président. Donc Laurent, je ne sais pas si tu te présentes aux prochaines élections, mais... C'est pas prévu. Ouais, Daniel, intéressé de comprendre vos pipelines AI actuels qui marchent le mieux pour vous, les tips qui font passer du 20 au 80%. Quels aspects de tout le process nécessitent le plus un regard humain? Je suis pas sûr de bien cerner le... En fait, il y a pas mal, je vois les questions, il y a pas mal de questions sur les hallucinations, vérifie Ouais. le résultat. Je peux Ouais, répondre. vas-y. Bien sûr, oui. Donc, par exemple, si je donne un peu plus de détails sur quand moi je le fais dans mon contexte, moi je fais des centaines de tests, hein, c'est pas juste je fais confiance directement à ce qui sort, mais j'utilise pas de fine-tuning, donc c'est un peu plus simple. J'ai en fait une évaluation, donc c'est-à-dire par exemple, s'il va analyser un rapport SOC 2 et ensuite il va benchmarker ce qu'il a trouvé, donc je lui demande de chercher des choses très spécifiques. Il va benchmarker ça, je mets entre 5 et 10 exemples, ils appellent ça few shot learning. Donc, je montre 5 et 10 exemples de vraies choses que j'ai pris de vrais rapports SOC 2 et je demande à un modèle qui coûte moins cher de vérifier ce que le modèle qui coûte plus cher a trouvé dans le document. Et en fait, si ça match avec ce que j'attends, par exemple pour le rapport SOC 2, j'attends le nom du contrôle, la liste, etc. Donc si ça ne marche pas, il me redemande de relancer ou de tweak. Et si ça marche, ça part et j'ai un contrôle qualité. Donc les hallucinations, on peut les enlever. Alors si par exemple vous regardez, il y a beaucoup de use cases qui sont disponibles gratuitement sur les sites par exemple d'Anthropic, qui expliquent comment ils font de la summarization, donc ils font des résumés de documents légaux. Et ils vous expliquent comment vous pouvez utiliser par exemple XML pour différencier les différentes parties pour que voilà, ils puissent revoir des parties de documents. Il y a des manières de réduire ça. Ça va devenir de plus en plus simple, mais pour l'instant, en tout cas, c'est ce que moi j'ai utilisé dans mon contexte. C'est un sujet critique de l'usage de l'IA dans la cyber en général et dans la partie fournisseur en particulier. Effectivement, les meilleures équipes qui travaillent sur le sujet mettent en place des systèmes de validation pour être sûr que l'IA n'a pas halluciné la découverte de quelque chose. Le dernier exemple en date, c'est cet été, la DARPA a publié les résultats du concours autour de la découverte de vulnérabilité de façon autonome. Et l'équipe qui a gagné a justement amélioré de façon très importante la façon dont elle peut automatiquement vérifier qu'elle a bien trouvé une vulnérabilité et pas juste une hallucination ou une possibilité. Alors dans ce cas-là, ils travaillent avec des canaries, vous savez, c'est les chaînes qui vont mettre dans certains comptes utilisateurs et si l'IA a été trouvé une vulnérabilité, c'est qu'il l'a fait au travers de ce canary. Et un autre exemple que je pourrais vous donner sur ce que Ayoub a dit, eval, c'est le terme consacré dans le milieu de l'IA. Le gouvernement anglais a un institut qui s'appelle le AI Safety Institute, qui a un framework qui s'appelle Inspect AI, qui est très bien fait, qui contient des milliers de benchmarks justement pour qualifier la capacité d'une IA sur un certain use case. Pourquoi pas un jour avoir un benchmark public sur le risque fournisseur et l'analyse de rapport ISO 27000 ou SOC 2. On pourrait faire ça collectivement et justement pouvoir évaluer les IA par rapport à ça. Très, très bonne idée. Très bonne idée. Je vois qu'il y a une question super claire. Pardon, je vous coupe, mais comme le temps avance, mais qui est un peu en lien avec ce que tu disais, Laurent, sur la gestion de données. Mais est-ce qu'il y a besoin d'un consentement des fournisseurs pour l'usage de l'IA sur l'analyse de risque? De mon côté, vu qu'on n'utilise pas les données ne vont nulle part en fait, elles sont juste stockées en local ou dans l'intérieur du périmètre de l'entreprise. Ça rentre dans les terms of use de l'outil AI parce qu'ils vont nulle part d'autre.
Donc normalement, on a vérifié sur certains NDA, normalement il n'y a pas de souci là-dessus. Après voilà, je suis pas juriste, je suis pas avocat, donc voilà, je fais quand même un petit disclaimer au cas où, mais voilà, de ce qu'on a recherché, c'est ce qu'on a trouvé. Top. Et une petite dernière question un peu sur le futur, justement, dans les solutions TAC TPRM que vous imaginez, j'imagine basées sur des LLM, des frameworks type Graph. Quelle est l'importance des MCP et AI2A selon vous? Peut-être redonner en 2 secondes ce que c'est qu'un MCP, parce que je suis pas sûr que. MCP, c'est le protocole qui permet à un modèle d'IA d'avoir des outils. Garder comme si l'IA, si c'est le cerveau, le MCP, c'est les bras et les jambes de l'IA. Donc ça permet de déclencher des commandes. Et oui, ça prend de plus en plus d'ampleur parce que justement, c'est la façon dont les modèles sont entraînés à utiliser ces outils et à déléguer à ces outils des données qu'ils n'ont pas. Et donc plus ça va, et on le voit avec les derniers modèles qui sortent en ce moment, plus ça va, plus les modèles sont très forts sur la planification, l'organisation, et peuvent déléguer à des outils qui sont parfois, souvent pas d'IA du tout, l'analyse. Donc on pourrait très bien laisser l'IA faire de l'orchestration, de la planification, et au travers de MCP, avoir des analyses plus poussées qui seraient des choses qui ne seraient pas de l'IA, et qui seraient du savoir-faire cyber, ou des bonnes pratiques cyber comme on le fait aujourd'hui dans plein de domaines. Trop bien. Et peut-être dernière question de Marwan. Donc si on commence à faire de l'IA, on utilise l'IA pour analyser les risques fournisseurs, et les fournisseurs eux-mêmes utiliseront l'IA, pour créer la documentation. En fait, IA contre IA, quoi. Comment ça se passait? Est-ce qu'on ne doit pas quand même avoir un humain dans la boucle, quoi? Non. Pour moi, l'humain dans la boucle, il existe toujours en fait. La partie du process qu'on automatise, on va toujours faire une revue. En tout cas, de notre côté, on fait toujours une revue humaine, etc. Mais après, oui, il y a vraiment le truc de je veux avoir une documentation que je peux construire plus rapidement. Donc, j'utilise l'IA et puis moi, j'ingère la documentation avec l'IA. La finalité, c'est que s'il se parle directement, peut-être ça ira un peu plus vite. Oui, puis tant que le contenu, en fait, est le contenu qui correspond à ta position de sécurité, ou que l'analyse correspond à ce que tu veux en tant que position de risque, c'est qu'un moyen, c'est qu'une technologie, quoi. On revient à ce sujet, il ne faut pas que ça hallucine, évidemment. Mais si finalement c'est juste un sujet pour moi, le TPRM, c'est ce que j'appelle souvent loss in translation, quoi. Parfois, c'est un demandeur d'ordre qui a des besoins par rapport à un fournisseur qui a une certaine position de sécurité, et ils ne se comprennent pas. La façon de communiquer n'est pas toujours bien nette. Ouais. Et l'IA, c'est cette capacité en fait à faire matcher ou à faire aligner, on va dire, les compréhensions. C'est tout bénef, et effectivement, il y aura toujours un humain derrière qui sera là pour vérifier, quoi. Génial, merci infiniment. Il est 11h59. Je crois qu'on a Ayoub et Laurent, merci à vous, c'était super intéressant. Je laisse la main à Étienne pour mettre un dernier mot de conclusion. Merci Mathieu. Je vais juste avec. Voilà, on approche carrément la fin de ce summit. Merci de l'avoir suivi. Finalement, pour conclure, les 3 enseignements majeurs que je retiens, c'est dans la table ronde 1, ça va être de parler cyber, mais c'est pas parler technique. Et donc, pour embarquer notamment les équipes dirigeantes, le COMEX, il faut parler impact business, continuité, chiffres, avec un plan d'action clair et durable. Dans la seconde table ronde, la clé, c'est la pratique. Donc, on a partagé 4 leviers concrets permettant de maîtriser le risque fournisseur. Donc, avoir une gouvernance partagée, prioriser de façon pragmatique, avoir des contrats solides et avoir des résultats rapides. Et le 5e conseil, c'était durant cette table ronde 3, dire que finalement l'IA, ce n'est pas un gadget, et c'est déjà aujourd'hui un accélérateur puissant pour simplifier et fiabiliser le process de gestion de risque fournisseur. Donc inutile d'attendre 2030 pour au moins essayer. Merci à tous les participants, notamment Ayoub, Laurent, Iman, Jérôme, Jérémy et Odile d'avoir bien voulu participer à ce summit. Merci en tout cas pour votre temps, c'était vraiment ultra intéressant. Et merci aussi à Alexis, qui était notre partenaire de l'événement, Le Monde de la Cyber.
pour avoir aussi co-organisé et animé cette première table ronde passionnante. Et enfin, je vous ai remis quelques liens utiles pour qui peut être intéressant. Le premier, c'est le monde de la cyber. N'hésitez pas à suivre Leslie et son podcast sur le monde de la cyber. Nous aussi, de notre côté, sur notre site, on a quelques, sur notre blog, une checklist de bonnes pratiques sur cette gestion de risque fournisseur. On organise des webinaires gratuits et réguliers. Bon, là, je vous ai mis les 2 derniers qui aussi font écho à ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Il y a pas mal de contenus qui existent en ligne, notamment autour de l'IA. Il y a une PSIC de l'IA du Clusif, alors qui est réservé au monde, mais qui va être dévoilé là dans les semaines, je crois, à venir, qui vous permettent aussi de bien intégrer l'IA dans vos process métiers. Et enfin, je voulais vous partager 2 newsletters, en tout cas médias, de Laurent, donc Cyberbuilder, qui est une newsletter que Laurent fait avec un article autour de notamment les plateformes à l'âge de l'IA, et aussi GRC Engineering de Ayoub, notamment qui crée beaucoup de contenu autour de ça. Donc n'hésitez pas à le suivre. Alors, je crois que c'est par mail et sur YouTube aussi où tu es assez présent. Et enfin, je vous ai remis sur LinkedIn, en tout cas moi personnellement, je suis pas mal Jérôme Billois et Ayoub Fendi qui postent de façon régulière des informations intéressantes sur ces sujets-là. Donc voilà, quelques liens utiles. C'est la fin. Merci beaucoup et bon déjeuner à tout le monde et merci encore aux speakers pour ces échanges ultra intéressants. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée.